Une vie, une œuvre. Tristan et Iseut de Béroul, une émission de Michel Cazenave. Ah Dieu, peut-on aimer plus d'un an ou deux sans se trahir? Il n'est d'amour qui ne se découvre. Clin d'yeux trop fréquents partenaires, rendez-vous trop nombreux, en secret ou devant témoins. Les amants sont toujours impatients d'être heureux et multiplient les entretiens. Or, il y avait à la cour 3 barons. Vous auriez peine à trouver plus traître. Dans un jardin, sous une ramure, ils viennent de voir la belle Iseut avec Tristan. Et leur conduite était intolérable. Plusieurs fois, ils les ont surpris qui gisaient tout nus dans le lit de Marc. Car lorsque le roi va chasser en forêt et que Tristan lui dit « J'en viens », il reste alors au palais. Et il se rend dans la chambre. Les 2 amants y demeurent longtemps ensemble. Nous sommes non pas devant des textes inventés au XIIe siècle, mais bien sûr devant des textes qui sont une recréation d'un fond ancien, hérité, un fond qui a été vraisemblablement transmis par des conteurs ambulants venus des pays celtiques, et que des clercs du XIIe siècle se mettent à adapter, à remettre en forme. Gorvenal saute de sa cachette. Il se souvient du mal que l'autre lui a fait. De son épée, il le taille en pièces. Il prend sa tête et l'emporte. Gorvenal arrive à la cabane. Il tient dans sa main la tête de sa victime. Sur un bâton fourchu, il la suspend par les cheveux. « Il est honteux pour vous, dit le fils de Caïbré, de ne pas prendre la tête de cet homme. » Alors Louguède arrangea sa chevelure par derrière et lui coupa la tête. L'armée partit alors, emportant la tête de Cuchulaine et sa main droite. Ils arrivèrent à Tara, et ils suspendirent la tête sur un grand pilier de pierre. Cette longue histoire ou préhistoire orale Philippe Walter de Tristan et Iseut aboutit donc à une sorte d'explosion littéraire vers le XIIe siècle qui elle-même favorise, on peut dire, la naissance d'un nouveau mythe. Mais alors cette fois-ci, il s'agira d'un mythe, je dirais, construit, d'un mythe entièrement recréé à partir de ces éléments anciens légués par la tradition. Marc dit « Ben vegeți, ami. D'où êtes-vous? Que avez-vous qui? » L'Ifus répond « Ben vous direz d'où je suis et que je suis qui est. Ma mère fut une baleine. En mer, en tas comme sereine. Mais je ne sais où je naquis. Mout c'est Ben qui me nourrit. Une grande tigre m'allaita. En une roche où elle me trouva. Elle me trouva sous un perron, qui date que fut son faune, si me nourrit de sa mamelle. Mais une sœur est je mout belle. Celle vous durez si voletz, pour risout qui t'entametz. » Très vite, peut-être dans les 10 années qui suivent, effectivement, Chrétien de Troyes réagit très fortement, en particulier des Érec déjà, et en particulier avec le roman Cligès, que l'on peut, à juste titre, considérer comme un anti-Tristan. Christiane Marcello Nisia. L'un des points sur lesquels la littérature et la société, à l'époque, a dû réagir très fort au début, c'est le lien qui unit les 3 partenaires, Tristan, Iseut et le roi Marc. Il est certain que ni Thomas, ni surtout Béroul n'ont fait là œuvre courtoise. Dans la littérature courtoise, la dame est en quelque sorte une médiatrice entre le jeune, qui potentiellement est dangereux, qui a tout ce qu'il faut pour devenir un seigneur, mais qui ne peut pas l'être, il y a de plus anciens, qui est donc célibataire, qui n'a pas de fief, qui ne peut pas se battre. La dame récupère en quelque sorte ses potentialités, cette énergie, pour le mettre d'une certaine façon à son service et indirectement au service de son mari à elle, qui est le seigneur, qui est le roi. Rien de tel dans le Tristan et Iseut. Chrétien III Mireille de Chaume était, enfin je pense, peut-être pas choqué, le mot est peut-être un peu fort, mais
se montrait très méfiant à l'égard de la subversion morale qui était contenue dans la légende de Tristan et Iseut. C'est un amour qui finalement va à l'encontre de toutes les normes sociales, d'abord du sacrement du mariage, qui bafoue également les lois familiales, puisque Tristan aime la femme de son oncle, qui représente son père, qui est son père symbolique. Donc il y a une charge de subversion dans cette légende qui probablement a dérangé les contemporains. Tristan se bat contre le Morholt avant de connaître Iseut. Ça n'a rien à voir avec son histoire avec Iseut. Et par la suite, il ne fera plus aucun exploit guerrier qui vaille pour le royaume de Marc de Cornouailles. Jamais. En fait, les seuls exploits qu'il accomplit en relation avec son amour pour Iseut, ce sont des exploits bizarres, des travestissements, des mensonges, des actes peu glorieux. Et il se déguise en lépreux, il ment, il jure, etc. Bref, tout ce qu'il fait est tout à fait contraire à la morale d'un chevalier. Et de ce point de vue-là, Iseut ne peut à aucun moment être considéré comme quelqu'un qui socialise le jeune. Au contraire, cet amour apparaît comme fondamentalement asocial, non seulement par rapport à la famille, mais par rapport à la société. Ce qui explique que la tradition manuscrite, par exemple, a été mutilée et que les textes, notamment, c'est très vrai pour le Tristan de Thomas, mais même pour les Folies, ne nous soient parvenus, par exemple, que dans un seul manuscrit et parfois dans un très mauvais état. Par ailleurs, il y a quelque chose qui, pour les autres littératures, et peut-être la littérature courtoise aussi, peut être un élément difficilement récupérable ou interprétable, c'est l'invention du filtre. Le filtre est une très grande invention, je crois, dans ces romans-là, et on peut y voir naturellement une métaphore de ce qu'il y a de plus imprévisible, de plus violent et de moins dominable en quelque sorte dans l'être humain, c'est-à-dire le désir ou la passion, sur quoi qu'elle porte, que ce soit désir amoureux ou que ce soit passion autre. Dès lors qu'il y a désir, passion, on a là quelque chose qui semble incontrôlable, qui ne peut pas être, comme je le disais tout à l'heure, maîtrisé par une courtoisie quelconque, et qui peut finir n'importe quand, mais qui peut aussi être jusqu'au bout susceptible de mener ce sur quoi il a prise jusqu'à la mort. Et c'est le cas de Tristan et Iseut. Donc, en l'occurrence, on a là une histoire où il n'y a pas de transformation d'une passion ou d'un désir. Jusqu'à la mort des deux amants, la même situation, la même relation les lie, et ça n'a pas pu être transformé. Iseut au le chief blond, à la tête blonde, c'est vrai que c'est un élément fondamental et c'est ce qui donne à cette femme un caractère solaire qu'à mon avis il faut mettre en rapport avec le Tristan lui-même qui serait plutôt un personnage lunaire. Jacques Ribard. La personne qui tire les ficelles et qui organise cet extraordinaire spectacle du Malpas dont vous parliez tout à l'heure, c'est Iseut. Ça n'est d'ailleurs pas une chose tellement exceptionnelle. Très souvent dans les textes médiévaux, c'est la femme qui est la plus élaborée, si j'ose dire, qui a le plus de finesse et qui mène un petit peu les choses. Eh bien ici,
Iseux, c'est vrai, participe à la mise en scène, l'organise, l'orchestre, s'en réjouit d'ailleurs de voir combien elle marche bien. Je crois qu'il ne faut pas faire d'Iseux un personnage qui a, disons, toutes les vertus. Elle a une forme de personnalité qui fait qu'elle s'associe à Tristan dans cette entreprise qui est une tromperie objectivement. Nul n'ignore dans le pays le jour où aura lieu le serment. Iseut ne perd pas de temps. Elle prévient Tristan par Pérénice et lui demande qu'en échange de ce qu'elle a risqué pour lui, il lui fasse une faveur. Il peut, s'il le veut, la mettre au-dessus de tout soupçon. Rappelle-lui le gué qui est avant la passerelle, au Malpas. Je me suis déjà salie. Sur la hauteur, près de la passerelle, un peu en deçà de la Blanche-Lande, qu'il se tienne déguisé en lépreux. Qu'il porte un nappe de bois madré, avec en dessous une bouteille nouée au nappe, avec une courroie. De l'autre main, qu'il tienne une béquille. Voici ce qu'il doit avoir à l'esprit. Le jour fixé, qu'il reste assis sur cette hauteur, et que son visage ne soit que plaies et bosses. Qu'il porte le hanap devant son front et qu'au passant, il demande humblement l'aumône. Pérénice dit « Madame, c'est promis, je l'entretiendrai sans témoin et lui dirai vos ordres. » Pérénice s'en va. Il traverse la lande et entre seul dans la forêt. Il arrive le soir à la cachette où vit Tristan, au fond de son cellier. Ils sortent de table. Tristan se réjouit de sa venue. Il devine que le jeune homme lui apporte des nouvelles de son ami. Il lui prend la main, et tous deux s'assoient sur de hauts sièges. Pérénice lui transmet sans rien omettre le message de la reine. Tristan s'incline légèrement et jure tous ses grands dieux que ses ennemis paieront sans attendre. On verra pendre leur tête bien haut sur des bâtons fourchus. Disent à la reine, textuellement, je serai là sans faute. Qu'elle se rassure et reprenne courage. Je ne me baignerai pas en eau chaude tant que mon épée ne m'aura pas vengé de ceux qui lui ont fait du mal. Dis-lui que je me procure tout ce qui est nécessaire pour la sauver quand elle prêtera serment. Je la verrai d'ici peu. Va, et adjure-la de ne pas s'inquiéter. Elle peut être sûre que je viendrai, clandestinement, comme un gueux. Reste à savoir, et c'est tout le problème, si ce n'est pas pour défendre quelque chose qui est supérieur aux valeurs de la société. Je suis très frappé de voir que le trouvère Béroul qualifie les amants de léals amants, des amants loyaux. A priori, ça peut paraître surprenant, simplement ce sont des amants qui se situent à un autre niveau. Et l'amour de Tristan et Iseux, pour condamnable qu'il soit au plan de la société, fait peut-être référence à quelque chose d'autre. Ce que d'ailleurs les auteurs médiévaux appellent la fine amor, c'est-à-dire l'amour parfait, qui n'est pas obligé de respecter les règles de la société normale et quotidienne. La date approche qui a été choisie pour le serment de la reine. Tristan, son ami, s'active. Il a trouvé tout un attirail. Il se vêt de grosse laine, sans chemise, sa cotte est en bure grossière et il porte des bottes rapiécées. Il s'est fait tailler une grande cape de bure qu'il souille de suie. Il a curieuse allure, on dirait un vrai malade, mais il cache son épée. Il l'a nouée à ses flancs. Il s'en va. Il quitte secrètement son refuge et gagne le Malpas. Alors, Iseut arrive. Elle porte des vêtements de soie qui viennent de Bagdad. Ils sont fourrés d'hermine blanche. Sur ses épaules se déploient ses cheveux coiffés en bandeau autour d'une raie et tout ornés d'or. Son teint s'y mêle rose, lisse et fraîcheur. Elle se dirige vers la passerelle et déclare aux lépreux. « C'est à toi que je veux avoir affaire. » « Noble et digne reine, je suis à vos ordres. Mais que pouvez-vous désirer de moi ?»« J'ai peur de me salir. Porte-moi. Serre-moi de monture que je passe sans encombre cette passerelle. » « Mais enfin, noble reine, ne me demandez pas ce service. Je suis un lépreux, tout bossu et tout malade. »« Dépêche-toi et mets-toi en position. Crains-tu que j'attrape ton mal? Il n'y a pas de danger. » « Eh bien, lépreux, tu n'es pas maigre? Tourne-toi, courbe le dos, je monterai à Califourchon. » L'infirme sourit. Il se retourne et elle monte. Tous, rois et comtes, la regardent. Elle serre les cuisses sur la béquille, lui avance précautionneusement. Il fait plus d'une fois mine de tomber. Il joue la comédie de la souffrance. Iseux la Belle est à cheval sur son dos et l'entoure de ses jambes.
Il y a peut-être dans cette version du Tristan, qui est une de celles qu'on peut juger les plus authentiques et les plus anciennes, une sorte de primitivisme, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une déformation apportée par la courtoisie, et on nous présente les choses avec une certaine brutalité et un caractère primitif. Et c'est vrai qu'Iseux, dans ce cas-là, ne paraît pas du tout s'embarrasser le moins du monde de scrupules ou de nuances. Elle participe très activement à ce qui se passe et elle y joue un rôle tout à fait prépondérant. Iseut s'approche de son amie. Écoutez comme elle prend les devants. Ami, ce serait grande joie si l'on parvenait à dresser ce chien pour qu'il force le gibier en restant silencieux. Tristan, immobile, écoutait. Il était ému. Il réfléchit. Je vais m'y efforcer dès cette semaine. Je te prie de te rendre ce soir chez Ory le forestier. C'est là que pour l'amour de moi tu résideras. Nous y avons passé maintes nuits dans le lit que nous fit faire. Mon ami, je te garde. Va résider là-bas. Tristan est aussi fatal à Iseut qu'Iseut l'est à Tristan. Par exemple, tout à fait à la fin. C'est l'une des seules fois où l'on voit une femme quitter son mari pour rejoindre l'homme qu'elle aime, Tristan. Quand Tristan, malade à la fin, ou plutôt blessé, à mort, empoisonné, fait finalement appel à Iseut pour le sauver, tout à la fin du roman, Iseut va venir. C'est-à-dire qu'elle quitte la Cornouaille, l'Angleterre du Sud, pour se rendre en bateau en Bretagne française, enfin en Bretagne sur le continent, disons, mais on ne se rend pas compte de ce que cela veut dire à cette époque-là. Une femme qui quitte son Seigneur pour rejoindre un autre homme, c'est une rupture terrible dans sa vie. Il n'y a pas de retour possible après cela. Donc, elle aussi accomplit là un acte irrémédiable. Ce n'est pas seulement Tristan qui perd un certain nombre de ses possibilités sociales pour Iseut, c'est aussi Iseut qui, à un moment donné, est conduite par fidélité à Tristan à faire une rupture totale dans son existence sociale. L'ermite dit : « Que feras-tu ? Conseille-toi. Sire, j'aime Iseut à merveille, si que n'endort ne sommeille. De tot en est li conseil pris. Meus aime au lit estre mandis et vivre d'herbes et de glands, qu'avouer le règne au rouet au tran. De lier l'essier parler ne ruisse, certes, car faire ne le puis. Iseut, au pied l'ermite pleure, mainte colore mue en peu d'heures. Motte li crie merci souvent. Sire, port d'eux omnipotent, il ne m'aime pas, ne je lui. Fort par un herbé dont je buis, et il en but, ce fut péchier. Pour ce nous a les rois chassiers. L'ermite tôt l'y répond : Dioua, s'il deus qui fit le monte, il vous donne vouer repentance. Et sachiez de voir, sans doutance, cette nuit jure chez l'ermite, pour eux est força motte sa vite. Au matiné s'empare Tristan, au bouet se tient l'aile et plein champ. L'y peint leur faux, ce est grandeuse, de cerfs, de biches, de chevreux, oxytacés par le bocage. Là où prennent leur herbergeage, font leur cuisine et leur beau feu, seule une nuit sont en un lieu.
Et alors là, il y a un ensemble évidemment très riche qui court autour de la date de la Saint-Jean d'été, donc le 24 juin, qui est associé à l'absorption de ce fameux filtre, que d'ailleurs les textes appellent plutôt un vin herbé. C'est-à-dire un vin qui a été visiblement fabriqué à partir d'herbes particulières, une potion, dirons-nous aujourd'hui, qui nous amène à un petit peu, là encore, faire une enquête sur ces pratiques rituelles de la Saint-Jean. Alors quand on regarde les pratiques du folklore, en particulier, encore jusqu'à une époque relativement récente, je crois qu'on trouvait encore ces pratiques rituelles au XIXe siècle, et elles ont été en tout cas répertoriées par les folkloristes encore à cette date. Eh bien, on s'aperçoit que il y a effectivement le jour de la Saint-Jean la cueillette d'un certain nombre d'herbes particulières appelées les herbes de la Saint-Jean. Elles sont célèbres depuis au moins le Xe siècle, puisque un prédicateur déjà de cette époque condamne les femmes qui vont ce jour-là dans la forêt pour aller cueillir des herbes et pour confectionner des potions magiques et des boissons d'amour et autres filtres. Seigneur, ce vin qu'ils burent, vous savez qu'il fut la cause de leurs longues épreuves. Mais je crois bien que je ne vous ai pas dit combien de temps devait durer l'effet du filtre aux herbes magiques. La mère d'Iseut, qui le concocta, voulait qu'il fût efficace 3 ans. Durant ces 3 années, Tristan et la reine perdirent la tête, et l'un et l'autre ne cessaient de dire « encore ». Encore. Le lendemain de la Saint-Jean, le terme des 3 ans fut atteint, et l'effet du breuvage se dissipa. Tristan s'est levé de sa couche. Il poursuit un cerf qu'il a blessé. Sa flèche a traversé les flancs de l'animal. Celui-ci s'enfuit. Tristan le traque. Jusqu'au soir, il s'obstine. Tandis qu'il court après le cerf, revient l'heure où il a bu le filtre. Et Tristan s'arrête. Le regret l'obsède sans repos. Mon Dieu, que d'épreuves. Il y a 3 ans, jour par jour, que je n'ai pas eu de répit. J'ai oublié chevalerie, vie de cour et compagnie de frères d'armes. Me voici en exil. Je n'ai plus rien, ni vert, ni gris. Hélas, mon oncle m'aurait tant chéri si je ne m'étais pas si gravement affronté à lui. D'ailleurs, ce moment privilégié se trouve lui-même à peu près au milieu de la séquence de la forêt du Mauroy, qui elle-même est au milieu de l'ensemble du texte de Béroul tel qu'il nous a été conservé. Donc c'est vrai que c'est un élément tout à fait essentiel, une sorte de point de bascule de l'œuvre, qui correspond à un point de bascule cosmique, et on sait combien les éléments cosmiques sont importants dans la symbolique. Il suffit de penser à la table ronde dont il nous est dit qu'elle tournait comme le monde, c'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même comme le monde, cette table ronde qui est une sorte de zodiaque arthurien. Eh bien là, la Saint-Jean d'été, c'est effectivement un moment tout à fait crucial qui correspond à une bascule.
Le personnage du nain dans la littérature médiévale est un personnage en principe négativement marqué, je dirais. Mais c'est en même temps un personnage qui a des affinités avec une forme de divination, de rapport à l'autre monde qui lui donne des pouvoirs que les simples humains n'ont pas. Et on a donc là un personnage assez ambigu finalement. Il est d'une part ce qu'on pourrait appeler la part d'ombre du roi Marc, avec lequel il fonctionne de façon associée pendant tout le début du roman. Il est donc la part d'ombre du roi Marc, mais il est en même temps celui qui est capable de lire dans les étoiles. C'est son côté astrologue qui lui donne une dimension assez particulière, qui relève, si l'on veut, du merveilleux, mais je n'aime pas tellement cette épithète qu'on met à toutes les sauces. À mon avis, il y a là une figure particulièrement riche et qu'il faudrait situer là aussi par rapport à l'ensemble des personnages et peut-être par rapport aussi à quelque chose que personnellement je juge assez fondamental, qui est le problème de la connaissance. Il me semble que dans le Tristan de Béroul, ce qui est la question de fond, ce n'est pas le distinguo entre le bien et le mal, comme si on donnait une lecture, je dirais, 19e du texte, cette histoire d'adultère. C'est plus fondamentalement, je crois, quelque chose qui relève de la dialectique du vrai et du faux. Et en ce sens, toute l'œuvre, quand on veut bien la lire avec cet esprit-là, est une sorte de recherche, de quête de la manière d'atteindre la vérité. Et le nain Froissin a une certaine aptitude, de par son côté, de par son aspect d'astrologue, à atteindre une certaine forme de vérité. Le roi Marc est le personnage qui constamment cherche la vérité sans vouloir vraiment la connaître d'ailleurs. Et il y a toute une étude à faire que j'ai essayé un peu de débroussailler, qui consiste à mettre en valeur cette recherche du vrai. Quels sont les moyens d'atteindre le vrai? Est-ce que c'est le fait de voir quelque chose? Mais on s'aperçoit qu'on peut voir et interpréter de façon très différente. Vous avez pu en juger quand on lit le texte, par exemple le fameux épisode de la loge de feuillage. Marc donne quelque chose à voir et les amants voient autre chose. Il y a donc est-ce que c'est le voir, la vision qui est l'approche du vrai? Est-ce que c'est la parole? Mais alors le serment ambigu est inquiétant. Au fond, comment peut-on atteindre la vérité? En tant que linguiste, je serais tentée d'interpréter ces romans, aussi bien celui de Béroul que celui de Thomas, que les autres aussi d'ailleurs, les adaptations, ou bien celui d'Eilhard d'Auberg également, comme des romans d'expérimentation sur les signes et sur le langage. Vous faisiez allusion à plusieurs scènes où celui qui est trompé, en l'occurrence, c'est le roi Marc. Mais ce ne sont pas les seules scènes. Il y a toute une série de scènes où Iseux et Tristan en trompent d'autres. Par exemple, tout à fait à la fin de ce qui nous est parvenu du roman de Béroul, quand Tristan réussit à tuer par ruse Godoin, l'un des traîtres, qu'il aperçoit derrière un rideau, il aperçoit son ombre. Et ils tiennent des discours tels que, vous voyez, c'est la scène où Tristan vient retrouver Iseux. Iseux est avec sa suivante et Pyrénice. Et les trois traîtres, une fois de plus, les guettent de la fenêtre pour les prendre sur le fait et appeler le roi Marc et une fois de plus les dénoncer. Or, l'un des traîtres, Tristan l'avait déjà surpris de dehors et l'avait tué par derrière. Donc déjà, il l'avait trompé d'une certaine façon. Et le deuxième traître, Godoin, il n'avait pas aperçu
ou du moins il n'était pas perçu qu'il venait aussi pour le guetter. Et c'est en entrant dans les appartements d'Iseux qu'il s'aperçoit qu'Iseux est inquiète. Iseux vient d'apercevoir cet ambre. Mais Iseux ne dit pas « j'ai aperçu Godoin, vite, tuez-le ». Elle dit « oh Tristan, vous avez votre arc justement, bandez-le très très fort, etc. » Et on nous dit à plusieurs reprises, Béroul dit « Tristan réfléchit ». Donc Tristan essaie de comprendre ce qui se passe chez Iseux, qui fait qu'il comprend qu'Iseux veut lui dire quelque chose sans le lui dire. Et il va comprendre quand il va voir l'ombre de Godoin à travers le rideau ou derrière le rideau. Et il va finalement le tuer en lançant une flèche très très forte qui va l'achever. Cette dernière scène est assez extraordinaire. C'est une sorte de théâtre d'ombre chinoise, je dirais, où l'on voit Tristan, guidé par Iseux, crever l'œil de Godoin, le félon qui cherche à les voir. Et il y a là, si vous voulez, le symétrique de la première scène du roman. La première scène du roman, c'est le regard regardé. Marc regarde les amants, mais les amants voient Marc en train de les regarder grâce au reflet dans la fontaine, et il y a donc ce jeu du regard regardé. Et vous trouvez à la fin le même jeu. Godoin, c'est le fameux félon, est en train d'épier à travers la paroi Tristan et Iseux, il les regarde, mais Tristan s'aperçoit qu'il les regarde et va en quelque sorte supprimer ce regard hostile, en tirant sa fameuse flèche. Donc vous avez deux éléments qui se font équilibre et qui enferment l'œuvre, deux nocturnes, parce que ce sont deux nocturnes, l'un où le regard regardé est mis en scène au début, et là c'est Iseux qui tire les fils, en effet, et le regard espion, le regard hostile qui va être crevé à la fin de l'œuvre, et là encore, c'est effectivement Iseux qui tire les fils. Tristan n'étant dans les deux cas, au fond, qu'un personnage un peu agi. Iseut la belle, à la blonde chevelure, marche à la rencontre de Tristan et le salue. Par la fenêtre, elle voit l'ombre que projette la tête de Godoin. Elle garde son sang-froid, mais frissonne de rage. Tristan lui dit « Que Dieu me protège. Voici les tresses de Danalaïn. Je vous ai vengé de lui. »« Seigneur, que m'importe ? Je vous prie de tendre votre arc pour savoir s'il est bien bandé. » Tristan interdit se met à réfléchir. Écoutez, tout en méditant, il rassemble ses forces. Il tend l'arc de toute son énergie. Iseut ne plaisante pas. « Mon ami, encore d'une flèche. Veille à bien tendre le fil. Je vois quelque chose qui me tourmente. Tristan, bande ton arc. » Tristan interdit, médite un instant. Il devine qu'elle a remarqué quelque chose qui l'inquiète. Il lève la tête. Il frémit. Il tremble, il tressaille. À contre-jour, à travers la courtine, il aperçoit la tête de Godoin. « Mon Dieu, roi du ciel, je ne rate pas quand je vise. Permettez que je ne manque pas cette cible. » Il se tourne alors vers le mur, tend ferme l'arc et tire. La flèche est si rapide que l'autre ne peut l'esquiver. Elle s'enfonce dans son œil et lui perce le crâne et la cervelle. Godoin tombe et heurte un madrier, mais il ne remue plus ni bras ni jambes. Il n'a même pas le loisir de murmurer « Je me meurs, mon Dieu, confession !» Cette scène de ruse, de tromperie de l'interlocuteur, d'une certaine façon, ou du spectateur, on l'a sans cesse. Il s'agit, je crois, d'une expérimentation du langage. Cela a deux buts. D'une part, nous faire comprendre qu'entre ces deux personnages, il y a une entente qui va au-delà des mots. Mais il y a aussi le côté expérimentation des signes, expérimentation du langage. La scène dans la forêt en particulier, si elle est si souvent représentée, si elle reste dans l'imaginaire collectif, cette scène où le roi Marc trouve Tristan et Iseux endormis dans une cabane de feuillage, c'est dans la journée, n'est-ce pas? Ils dorment et c'est le jour, c'est même le plein jour sans doute puisque le soleil arrive à briller sur leur face. Et ils sont séparés par une épée que Tristan a mis là au milieu. Tristan, est-ce qu'il voulait tromper quelqu'un? Non, a fortiori. Il ne pouvait pas imaginer que quelqu'un puisse venir les examiner, les voir, les découvrir là. Donc il ne s'agissait pas de vouloir tromper. C'est, j'allais dire, malgré lui, qu'il a fait le geste qui convenait et qui prévenait en quelque sorte le danger. Il n'empêche qu'il l'a fait. Donc cette scène apparaît comme très ambiguë. Qu'est-ce que désigne cette épée? Et tous les gestes du roi Marc qui interprètent cela en disant, eh bien oui, si ils avaient été vraiment amants, s'ils avaient donc été coupables, je les aurais retrouvés bouche à bouche,
or leurs bouches sont proches, mais pas jointes. Je les aurais retrouvés nus, or ils sont habillés, en tout cas Tristan a gardé ses pantalons, et je les aurais retrouvés côte à côte, or il y a une épée entre eux. Et il interprète tout cela comme des preuves de leur innocence. Mais il aurait pu tout aussi bien interpréter ça autrement. C'était son probable en quelque sorte, et il ne l'a pas fait. Donc il y a des signes qui peuvent paraître ambigus, et on nous montre le roi les interpréter en un seul sens, celui qui lui convient en fait. L'Irouès deslasse son mantel, dont afin or son litacel. Des fublets fut, maut au Jan Corse. Du fer retraite l'espée force, Iriet Saturne, souvent dit, corps veut mourir s'il n'est aussite. L'espée nue en la loge entre, le forestière entre son ventre, grande terre après l'Iroué accorde. L'Iros l'y soigne qu'il retorte. L'Irouès en haut le cop leva, Irie le fait, si ce tresse va. Ja descendiste l'icop sereus, cesse océiste, ce fut grandeus, quand vit qu'elle avouait sa chemise, et qu'entre os deux avouait devise, la bouche au l'autre nert jostée. Et quand il vit la nue espève qui entre eux deux les décevrote, vit les breilles que Tristram ôte. Deus dit l'Irouet, ce que puis être. Or éveille-t-on de l'orestre, Deus, je ne sais que dois-je faire, ou de l'ossire ou du retraire. Si sont-elles bouées bien à longtemps, bien puisse croire, ce jouissance, ce il s'amasse follement, ja n'y eut ce vêtement, entre eux deux ne eussent épée, autrement fut cette assemblée. Courage avoué d'eux au cire, n'est aucheré, retrait mire, de fol amour courage note. C'est l'énigme du roi, c'est sa capacité à ne pas voir, à écarter ce qui le dérange, à pardonner aussi. Quand les amants parlent de lui chez Béroul, en particulier Iseux, elle emploie les termes de « elle sait qu'il est cruel, qu'il est violent, qu'il se met en colère ». Bref, on a l'impression d'un personnage extrêmement brutal. Or, dès qu'il est en face d'Iseux, il est tendre, il fait attention, il est sensible à ses larmes, il lui fait confiance, il la croit, il lui tend d'énormes perches pour qu'elle puisse mentir à loisir, on pourrait dire cela comme ça. Donc on n'a pas du tout l'impression que l'image que donnent les amants du roi Marc et l'image d'autre part que l'on a dans les actes coïncident. Et je dirais que même dans l'assistance, il y a une tension énorme dans les folies, puisque les barons qui assistent et qui écoutent les propos du fou disent « mais il va bien arriver, mais le roi va croire ce que dit le fou ». Mais t'as vu qu'à un moment, le roi va croire ce qu'il dit. Et également, il cite à ce moment-là un proverbe « Au fou ne prête pas attention, au fou ne te querelle ». C'est-à-dire qu'ils sentent que derrière les propos du fou, il y a une vérité qui n'est pas bonne à entendre. Tristan est arrivé sans être connu à la cour du roi Marc, puisque sa mère l'a mis au monde en dehors de la cour. Il a, comme tous les héros, comme beaucoup de héros, une naissance cachée, bizarre, etc. Et quand le roi Marc fait sa connaissance, il est séduit par ce jeune homme en tant que jeune extrêmement doué, extrêmement beau, extrêmement tout. Il l'aime pour lui-même en quelque sorte. Quand on apprendra qu'il s'agit du neveu du roi Marc, le roi Marc sera encore plus ravi. Il sera ravi d'avoir un neveu tel qu'il pourrait être
son successeur. Mais l'amour que porte le roi Marc à Tristan ne dépend ni d'Iseux, ni du lien familial qu'il a avec Tristan. Il a découvert Tristan en quelque sorte de façon autonome. Donc il y a ce fait-là. Iseux, d'autre part, c'est une femme qu'il n'aime pas spécialement à l'origine. On lui cherchait une épouse, il a donné mission à Tristan d'aller lui chercher une épouse donnée. Bon, il la prend, il l'aime d'emblée, parce qu'elle est son épouse. Mais rien ne s'était passé entre eux auparavant. Donc, dans cet amour qu'il porte à Tristan, dans cet amour qu'il porte à Iseux, il y a explicitement quelque chose de tendre et de confiant. Et quand Tristan, comme Iseux, transgresse, et que surtout des gens de son entourage le lui disent, il ne veut pas le croire. Ou plutôt, il est parfois mis en demeure d'y croire, de tenter l'expérience, mais presque toujours, c'est contraint et forcé qu'il se rendra à l'évidence. On a pu dire que le roi Marc ne croyait pas ceux qui disaient la vérité et croyait uniquement ceux qui ne disaient pas la vérité, ceux qui mentaient. Il y a un petit peu de vrai là-dedans. Brangienne dit à Tristan: « Seigneur, le roi dans cette pièce a longuement parlé de toi et de ta bien-aimée. Il t'a pardonné. Il hait désormais ceux qui t'accusent. Il m'a demandé d'aller te chercher. » Tristan l'étreint et l'embrasse. Il est tout joyeux parce que son bonheur est de nouveau à sa portée. Ils s'en vont à la chambre ornée de fresques où se tiennent Iseut et le roi. Tristan y entre. « Cher neveu, avance. Pourvu que tu pardonnes à Brangienne, je te pardonnerai à mon tour. » « Sire, oncle chéri, écoutez-moi. Vous écartez bien vite le tort que vous avez envers moi pour avoir cru à des accusations qui me déchiraient le cœur. Un tel outrage, une telle trahison, ce serait ma perte, et pour la reine le scandale. Jamais nous n'avons nourri une telle pensée, Dieu en soit témoin. À l'avenir, soyez plus avisés. Ne vous emportez ni contre la reine ni contre moi, qui suis de votre sang. » « Je te le promets, cher neveu. » Tristan est réconcilié avec le roi. Celui-ci lui a donné licence d'être admis dans la chambre royale. Quelle joie! Tristan y va et vient, librement. Et le roi n'y voit aucun mal. Il y a un nouveau mythe qui s'élabore à partir donc de cette matière. Il y a un mythe qui se reconstruit, c'est le mythe de l'amour-folie, ou de l'amour mélancolique, de ce qu'on peut rappeler aussi la mélancolie amoureuse, en employant des termes médiévaux, dont le nom même de Tristan nous donne la clé. Alors ce nom, évidemment, n'est pas une invention du Moyen-Âge, à proprement parler. Il utilise probablement une souche plus ancienne, mais au Moyen-Âge, il se met à consonner dans la langue avec l'idée de tristesse, mais pas n'importe quelle tristesse, cette neurasthénie, cette espèce de torpeur aussi, au fond, plutôt, nous dirions aujourd'hui, de folie, cette espèce de folie qui est, au fond, au cœur de la destinée des amants. Nous avons, par ailleurs, des manifestations mélancoliques très importantes chez Tristan. Il y a ces textes qui s'appellent les Folies, qui nous raconte sur un mode un peu facétieux, évidemment, mais toujours aussi sérieux. Et ça, c'est une dimension propre, n'est-ce pas, au texte tristanien. Il peut y avoir une part plaisante, une part de rire ou de sourire, mais il y a aussi toujours à l'arrière-plan une interprétation beaucoup plus grave et beaucoup plus profonde que
on ne perçoit pas toujours. Dans les Folies Tristan, ces textes où Tristan se déguise en fou pour approcher de la cour du roi Marc, d'où d'ailleurs il a été banni, on le voit tenir un discours qui est, à proprement parler, un peu incohérent ou bizarre. Mais lorsque on l'analyse, ce discours, on s'aperçoit d'abord qu'il raconte sur un mode un peu métaphorique, au fond, les épisodes de sa propre vie, mais que tout cela est également énoncé à la manière des fous du Moyen-Âge, qui étaient à la fois l'équivalent des devins, des pythis et autres personnages chargés de prophéties de l'époque antique. Il faudrait faire dans les Folies le lien entre le déguisement, c'est-à-dire il métamorphose complètement son apparence physique, y compris sa voix dans la Folie d'Oxford, et le langage voilé, les métaphores qu'il utilise pour tromper tout le monde, mais qui disent la vérité. Ce qui rend le texte extrêmement énigmatique, mais si on sait le décrypter, eh bien, on retrouve le récit de sa naissance, de ses amours, et même son identité. Puisqu'à un certain moment, il déclare son identité, il l'avoue, mais en utilisant une anagramme. C'est-à-dire, au lieu de s'appeler Tristan, il dit « je suis Tantris », il inverse les syllabes de son nom. Et même, dans un des fragments qui conserve l'épisode de Tristan fou, dans la Tavola Ritonda, il donne même le mode d'emploi de son nom, puisqu'il dit à Marc qu'il suffit de mettre le Tris devant le tran et vous avez Tristan. Et c'est assez curieux, c'est que Marc n'entend pas la vérité, il répond par le rire et il fait, disons que cette vérité qui le gêne, il l'éloigne. Mais il dit la vérité, il raconte tout ce qui s'est passé, toute la légende depuis ses débuts héroïques jusqu'à l'exil. Et tout le monde dénie cette vérité parce que le déguisement fait que tout ce qu'il dit apparaît comme un faire poétique. Et donc ne peut pas être pris pour vrai. D'ailleurs, à un moment, Iseult lui dit « Mais vous avez bu hier soir, ce que vous dites est mensonge ». Et il dit oui, c'est vrai, c'est un songe. C'est-à-dire il y a la rime songe-mensonge. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui est fait entre la rêverie poétique et le mensonge. Et ce lien est fait, je crois, par le déguisement. Parce que le déguisement frappe d'irréalité tout ce qu'il peut dire. Marc dit « Ben vegeți, ami. D'où êtes-vous? Que avez-vous qui? » Lifus répond « Ben vous direz d'où suis et que je suis qui est. Ma mère fut une baleine. En mer, anta comme sereine. Mais je ne sais où je naquis. Mout c'est Ben qui me nourrit. Une grande tigre m'allaita. En une roche où elle me trouva. Elle me trouva sous un perroun, qui date que fut son faune. Si me nourrit de sa mamelle. Mais une sœur, est-je mout belle. Celle vous durez si voletz, pour risout qui t'entametz. Les restes s'en rient et puis répondent. Que dit la merveille de monde? Reste, je vous donnerai ma soror pour risout, qui aime par amour. Faisons bargain, faisons change. Bon est assez étrange. Disout est tout ennuyetz, à une autre acquaintance. Payez-moi Isout, je la prendrai. Reis, pour amour vous servirez. Les reis l'entendent et s'y s'enrit, et dit al folle. Si Deus tait, si je te douane la reine à mener en ta saisine,
Or me dit que tu en ferais. Ou en quelle part la mer Reis? Reis, fait folle. La Suisse en l'air est une salle où je repère. De verre est faite, belle et grande. Le soleil le vert pas miraillante. En l'air est épanouie et spente. Ne berce, ne crôle pour vente. De l'Etz la salle a une chambre, faite de cristal et de l'ambre. Le soleil, comme par matin les frates, l'ens, moute clarté rendra. D'abord, dans la manière dont il présente son origine, on peut remarquer que ça se présente comme une sorte de phatrasie, de propos sans queue ni tête, l'homme sort de l'animal, enfin, il réunit toute une série d'impossibilités. Mais si on prête attention à cette série d'images, on voit qu'il y a un sens qui se dessine. Par exemple, il dit « Je suis le fils d'une baleine et cette baleine, enfin ma mère... hanta la mer comme une sirène. » Et si on relit attentivement le récit de sa naissance, on voit que Blanchefleur, sa mère, le mit au monde en pleine mer. Donc il y a un lien entre la mer et la mer, quoi. Là encore, nous nous trouvons devant une matière, je dirais, cryptée. Et c'est l'objet même de la folie tristanienne de nous ramener à ce discours de l'origine sans, au fond, en avoir l'air ou sans le laisser paraître. Mais il est incontestable que dans ses discours, le fou Tristan, dans son délire, il ne fait que raconter sur le mode du mythe, sur le mode dans le langage du mythe, les choses premières cachées depuis la fondation du monde, que sont ces questions de l'origine, les questions relatives au père ou à la mère, les questions, au fond, centrales de la destinée. Marc dit « Bienvenue, ami. D'où venez-vous? Que demandez-vous » Le fou répond « Je vais vous dire d'où je viens et quelle est ma requête. Ma mère était une baleine. Elle vivait comme une sirène dans l'océan, mais je ne sais où je naquis. Je sais bien pourtant qui m'a nourri. Une grande tigresse m'allaita dans les rochers où elle me découvrit. Elle me trouva sur une grosse pierre, et croyant que j'étais son petit, me nourrit de sa mamelle. Mais j'ai une sœur qui est très belle. Je vous la donnerai, si vous voulez, contre Iseut, que vous aimez tant. » Le roi répond en souriant. « Et qu'en dira la merveille du monde ?»« Sire, je vous donnerai ma sœur, contre Iseut, que j'aime d'amour. Négocions le marché et concluons l'échange. Il est bon de tâter de la nouveauté. Vous êtes fatigué d'Iseut, prenez une autre compagne. Accordez-la-moi. Je suis prêt à la prendre et à vous servir par reconnaissance. » À ces mots, le roi lui dit en riant. « Pardieu, si je te donne la reine, et si tu l'emmènes en faisant d'elle ton épouse, dis-moi ce que tu feras d'elle et où tu vas la conduire. »« Sire, répond le fou, là-haut, dans les airs. J'habite un palais. Il est tout en verre, magnifique et spacieux. Le soleil y rayonne de toutes parts. Il flotte dans le ciel, suspendu parmi les nuages, et nul vent ne l'agite ni ne l'ébranle. Il comporte une chambre de cristal toute pavée de marbre. Le soleil, à l'aube, l'illuminera tout entière. » Il y a un rappel poétique du paradis des amants qu'on trouve dans la poésie lyrique, ce qu'on appelle le laï, c'est-à-dire le là, le là-bas, le lointain, où se trouve la dame aimée. C'est une sorte de paradis d'amour où se trouve celle qu'on ne peut atteindre, la femme qui est interdite entre toutes. Et je crois qu'à travers cette sorte de paradis d'amour qui exprime un désir désespéré, eh bien on retrouve un souvenir du laï des troubadours. Mais il y a encore autre chose, je crois, derrière cette image, qui me semble-t-il est extrêmement riche. C'est peut-être, on retrouve une sorte d'image du paradis des Celtes, qui était un paradis qui est à l'abri du frimas, à l'abri des gels, un paradis de l'éternel été.
Et ce paradis des Celtes, cet au-delà du monde, il se retrouve très bien dans la Folie de Berne, où justement ce palais de cristal est aussi présenté comme un paradis fleuri à l'abri du gel. Donc je crois qu'il y a plusieurs traditions poétiques qui se mêlent. Une tradition issue de la poésie d'amour des troubadours, une tradition légendaire celtique, mais aussi, de manière plus proche, le souvenir d'épisodes de la légende. Le roi Marc est caché dans le pin qui se dresse au-dessus de la fontaine. Tristan l'a aperçu dans les reflets de l'eau. Puis arrive la reine Iseux, qui l'aperçoit à son tour. Elle s'approche de son amie. Écoutez comme elle prend les devants. Tristan, pour Dieu le roi de gloire, vous vous méprenez qui me faites venir à cette heure? Elle feint alors de pleurer. Tristan, aux paroles d'Iseux, a compris qu'elle a deviné la présence du roi. Il rend grâce à Dieu. Il est sûr qu'ils sortiront de ce mauvais pas. Ah, Iseut, fille de roi, noble et courtoise reine, c'est en toute bonne foi que je vous ai mandé à plusieurs reprises, après que l'on m'eut interdit votre chambre. Et depuis, je n'ai pu vous parler. Madame, j'implore votre pitié. Souvenez-vous de ce malheureux qui souffre 1000 morts. Car le fait que le roi me soupçonne d'être votre amant me désespère. Alors Iseux s'en est allé, et Tristan l'a salué en pleurant. Sur le perron de marbre gris, je le vois appuyé qui se lamente. Mon Dieu, que saint Évroult m'assiste. Quel malheur imprévu de fuir si démuni. Je n'emporterai ni armes ni cheval, et n'aurai d'autre compagnon que Governal. Seigneur, d'un homme sans ressources on ne fait pas grand cas. Le roi qui se tenait là-haut dans l'arbre a bien observé l'entretien et entendu toute la conversation. La pitié étreint son cœur, et rien au monde ne saurait l'empêcher de pleurer. Hélas, je viens de constater la trahison du nain. Il m'a fait grimper à cet arbre. Il s'est bien joué de moi. Il a excité ma colère et attisé ma rancœur contre ma femme. J'ai été fou de le croire. Tristan s'en est allé depuis longtemps. Le roi descend de l'arbre. Dans son cœur, il se promet de croire désormais sa femme et de ne plus écouter les barons du royaume qui l'abreuvent de calomnie. Lui-même a constaté que leurs accusations étaient fausses et mensongères. Lui-même ne soupçonnera plus Tristan d'aimer Iseut, mais leur permettra de se rencontrer à leur gré dans la chambre royale. À présent, je suis convaincu. S'ils s'étaient aimés d'amour fou, ils ne se seraient pas gênés, et je les aurais vus s'embrasser. Or, je les ai tant entendus se lamenter, que je sais bien à présent qu'ils n'y pensent guère. Pourquoi croire à un tel crime? J'en suis honteux, et je m'en repens. Il y a donc là un ensemble où apparaît effectivement une sorte de triple élément, le minéral, la pierre, l'eau, puisqu'il y a la fontaine, et le végétal qu'est le pain. Et il semble bien que ces éléments-là soient justement associés d'une façon générale dans des œuvres assez typées, comme le roman de la Rose de Guillaume de Loris, à la quête d'une connaissance, là aussi. Parce que l'eau joue le rôle de miroir. Quant au pain, il est le témoignage d'une sorte de verticalité et d'une sorte de stabilité par rapport à l'eau qui, par définition, est quelque chose de fluent. Et il y a là deux éléments qui s'équilibrent, qui se contredisent et se complètent. On retrouve toujours le même scénario, si je puis dire. Et le pain et l'eau sont deux éléments qui sont associés dans d'autres œuvres à cette recherche de la connaissance que j'évoquais tout à l'heure, avec la prise en compte à la fois de ce qui est fluent et de ce qui est rigide et fixe. Et le pain étant de surcroît un arbre qui reste toujours vert, donc qui a une connotation d'éternité.
Il y a une recherche de la connaissance, mais en même temps, cette connaissance peut être biaisée, faussée, exactement comme la parole l'est aussi dans le serment ambigu, qui est quand même si important dans la fin de l'œuvre, où ces paroles sont vraies, matériellement, et en fait elles sont quand même fausses pour celui qui les reçoit. Et on a un peu la même chose dans le domaine, effectivement, de cette vision à travers des reflets. Alors là, on entre dans quelque chose qui est aussi d'une grande richesse, mais d'une grande complexité, qui est tout le jeu des reflets. Il est certain que un reflet rend compte d'une image, mais déforme une image. Et on a là quelque chose qui me paraît mériter un intérêt particulier et qui manifeste que cette connaissance à la recherche de laquelle on n'est pas facile à atteindre et qu'elle peut être très souvent, dans une certaine mesure, dévoyée. Je parlais tout à l'heure de cette quête de vérité, mais il n'y a pas de quête de vérité sans présence sous-jacente du mensonge toujours possible. Et Tristan est un personnage qui s'accommode de toutes sortes, je ne sais pas s'il faut appeler ça des mensonges, c'est peut-être aller bien loin, mais tous les déguisements de Tristan sont quand même des façons de travestir une réalité. Ce Tristan en lépreux, ce Tristan en fou qu'on trouve dans d'autres textes, c'est quand même un Tristan qui se déguise. Et se déguiser au Moyen-Âge, c'est quand même inquiétant, c'est revêtir une autre personnalité qui n'est pas la personnalité vraie de l'être. Et il y a encore plus grave, l'ermite. L'ermite, pour rendre Iseux au roi Marc, prêche en quelque sorte ce qu'il appelle le bel mentir, c'est-à-dire une façon de mentir pour le bien, en quelque sorte, pour éviter le scandale. Mais il y a quand même concrètement cette présence d'une vérité qui est faussée sous cet aspect, qui a d'une mise en scène théâtrale, mais qui ne donne pas les choses de façon nette, qui finalement les travestit. L'ermite écoute et pleure. Ah, Seigneur Tout-Puissant, je vous remercie de tout mon cœur, puisque vous m'avez permis de vivre assez pour voir ce couple revenir et me consulter afin d'obtenir son pardon. Tristan, écoute-moi bien. Tu es venu à ma demeure. Et vous, reine, prêtez l'oreille à mon discours. Il n'est plus temps de déraisonner. Quand homme et femme pêchent ensemble, s'ils se sont donnés l'un à l'autre, puis se sont quittés, pourvu qu'ils viennent à la pénitence et éprouvent un repentir sincère, Dieu leur pardonne leurs fautes, si scandaleuses, si odieuses soient-elles. Tristan et vous, reine, écoutez-moi bien. Pour atténuer la honte et éviter le scandale, il est utile de mentir un peu. Puisque vous m'avez demandé d'intervenir, j'accepte, sans attendre. D'autre part, il faut bien voir aussi qu'au XIIe siècle, en particulier dans la fin du XIIe siècle, Béroul a peut-être écrit son œuvre autour de 1180, a commencé à naître une morale de l'intention dans la religion catholique. Jusque-là, disons, pendant des siècles, l'acte primait en quelque sorte et on ne tenait guère compte de l'intention. Or, à partir du XIIe siècle, se développe quelque chose qui a trait à l'intention par derrière l'acte. Et dans bien des cas, ces romans de Tristan, nous parlions tout à l'heure de cette utilisation de Dieu, ces romans de Tristan peuvent être interprétés comme des romans qui se situent idéologiquement dans cette perspective. Si Iseux, comme Tristan, peuvent utiliser, on pourrait dire, Dieu et la bonté divine et l'indulgence divine à leur profit, c'est que Dieu sait profondément que c'est malgré eux qu'ils s'aiment et qu'ils transgressent. C'est le filtre qui les a forcés à faire cela. Ils n'avaient pas leur libre arbitre en quelque sorte. Et d'ailleurs, dans l'une des scènes où les amants rencontrent l'ermite au grain, et où à chaque fois au grain les incite à rentrer dans l'ordre, à rejoindre la cour, Iseux dit à l'ermite au grain « Je ne l'aime pas, et lui non plus ne m'aime pas, sauf à cause de l'action du filtre. Il ne m'aime, je lui. » Donc on a bien là quelque chose qui est chez l'un des partenaires de cette relation, la conscience que si leur relation existe, ce n'est pas un choix.
c'est quelque chose qui s'est passé et à quoi ils sont soumis. Mais ce n'est pas un choix, donc ce n'est pas un péché. Quand Tristan, condamné à être brûlé vif dans le Tristan de Béroul, réussit à s'enfuir, c'est grâce à une église, on pourrait dire. C'est parce qu'il a obtenu de ses geôliers la permission de faire une dernière prière et qu'apercevant dans le chœur une petite fenêtre, il arrive à s'enfuir par cette petite fenêtre. Le chœur, c'est l'endroit même où se trouve l'existence sur terre du Dieu. Donc on a l'impression que la Dieu le préserve, et en particulier en faisant un miracle, puisque Tristan aurait dû se casser les os en sautant de si haut. Cette petite église est sur une haute falaise qui donne sur la plage en bas, et Tristan réussit à sauter sans se faire de mal, ce qui lui permettra ensuite de sauver Iseux. Donc là, on a l'impression que dans sa demeure même, Dieu accepte de protéger cet homme en rupture. Dans la scène du faux serment, effectivement, Iseux, sans mal, jure sur les reliques, pas sur n'importe quelle relique d'ailleurs, sur les reliques d'un saint qui est censé protéger les femmes chastes en plus, chastes et vierges si possible. Eh bien, elle fait appel à Dieu et aux reliques de ce saint pour être en quelque sorte les gages de la véridicité de son serment. Et Dieu ne bronche pas, d'une certaine façon. Alors on peut dire effectivement que au pied de la lettre, Iseux ne ment pas, puisque ce qu'elle jure, c'est que aucun homme, à part le roi Marc et un lépreux qui lui a servi de monture pour traverser un gué particulièrement bourbeux la veille, sont entrés entre ses jambes. Personne d'autre que le roi Marc et que ce lépreux ne sont entrés entre ses jambes, dit-elle, en utilisant l'image, bien sûr, entrée entre ses jambes pour avoir des relations sexuelles. Dans ce cas-là, c'est compris ainsi. Effectivement, c'est vrai, au pied de la lettre, c'est vrai. Simplement, ce que la foule qui écoute, ce que Marc qui écoute, ce que le roi Arthur qui écoute ne savent pas, c'est que ce lépreux, c'était simplement Tristan déguisé. Donc, Iseux ne ment pas pour eux, pour la foule, pour les gens qui écoutent. Iseux ne ment pas pour elle-même, d'une certaine façon. Il est vrai que Tristan, et elle l'a fait exprès, est entré entre ses jambes la veille, et tout le monde l'a vu. Donc, elle ne ment pas à force exactement. Et dans ce cas-là, effectivement, Dieu pouvait très bien, à la limite, admettre quelque chose si l'on se fie non pas aux intentions, mais aux paroles. Ce sont les mots eux-mêmes qui semblent avoir favorisé, encouragé cette réinterprétation vers la mélancolie. Vous évoquiez le passage où les amants boivent ce vin herbé donc sur la mer. Ils sont sur la mer et ils éprouvent un amour amer. Et là encore, les résonances de la langue médiévale peuvent nous éclairer. Amer, en ancien français, veut d'ailleurs aussi bien dire amer au sens de l'amertume que amer au sens d'aimer, n'est-ce pas? Et
qui peut se traduire par une sorte d'équivalence. Le fait d'aimer est amer, la mer est amère, et la mort, qui désigne l'amour, est aussi la mort, en deux mots, là et la mort. Il y a donc dans les mots eux-mêmes je dirais, un programme tout tracé d'évolution de cette légende, de l'amour mélancolique, de l'amour triste, de la folie amoureuse, de l'amour jusqu'à la mort, qui est porté par le langage lui-même. Seigneur, Tristan vécut longtemps en forêt. Il y connut bien des souffrances et des épreuves. Il n'ose demeurer en un même lieu, où il s'éveille le matin, il ne dort pas le soir. Il sait bien que le roi le fait traquer, et qu'on a proclamé le ban dans son royaume pour le pendre, si on le retrouve. Ils sont très privés de pain. Ils vivent de venaison et n'ont rien d'autre à manger. Qu'y peuvent-ils s'ils deviennent noirs et hâves? Leurs habits tombent en lambeaux, les branches les déchirent. Ils fuient longtemps par le mot roi. L'égalité dans la souffrance les unit. La présence l'un à l'autre leur fait oublier leurs maux. Mais la noble Iseux redoute fort que Tristan n'éprouve le remords de l'aimer, et Tristan s'afflige de la déchéance d'Iseux qui peut la pousser au repentir. Tous les exploits de Tristan, je dirais, ont lieu avant la quête d'Iseut. Et cet amour le confine soit auprès d'elle, donc il ne peut pas avoir le statut de chevalier errant et il ne peut donc pas être l'auteur d'exploits. Tous ces exploits ont donc lieu avant la quête d'Iseut, ou alors après, il est condamné à l'exil. Et à partir de ce moment-là, il a véritablement un statut de paria, et il se rapproche des êtres les plus exclus de la société, le lépreux, le fou, mais il ne correspond pas à l'image du chevalier tel qu'on peut l'avoir dans les romans du XIIe siècle. On a souvent dit que c'est au XIIe siècle que on découvre l'amour. C'est peut-être pas tout à fait juste de s'exprimer en ces termes. Il faudrait plutôt dire que le XIIe siècle nous a révélé la nature fantasmatique du phénomène amoureux, et justement Tristan incarne dans sa plus pure expression cette nature fantasmatique en être pensif. C'est un adjectif qui revient d'ailleurs très souvent à son égard. Il est pensif, adonné à une sorte de méditation intérieure, et souvent une méditation douloureuse d'ailleurs, une sorte de plongée dans le souvenir, dans l'angoisse également. Il est adonné à une véritable... Il s'adonne à une véritable recherche de son être, de son origine. Il y a aussi tout cet aspect essentiel dans les textes tristaniens, qui s'explique d'autant mieux que Tristan, la naissance de Tristan est d'ailleurs marquée par des événements graves, puisque d'une certaine façon il est à l'origine de la mort de sa mère, et qu'il va porter sur lui, je dirais, toute sa vie, cette espèce de malédiction féminine qui est au fond constitutive un peu aussi de tout cet amour tristanien. C'est effectivement un être souffrant, un homme blessé,
Par exemple, le thème de la blessure empoisonnée revient constamment dans sa carrière héroïque. Et c'est peut-être dans cette image de l'homme blessé, empoisonné, que la vérité de son être et de son nom se révèle. Puisque dans Tristan, on a triste homme, nous dit la saga par exemple, c'est l'homme de la tristesse. Ou alors, je dirais, parfois, c'est l'homme de la sauvagerie joyeuse. Par exemple, il accomplit des exploits qui ne sont pas du tout caractéristiques des chevaliers du XIIe siècle. Il fait des bonds extraordinaires, il lance des fléchettes de manière extrêmement habile, c'est-à-dire qu'il est l'auteur de quantité d'exploits sportifs, par exemple, ou alors il est particulièrement doué pour écrire, pas pour écrire, il est particulièrement doué en tant que musicien, puisque c'est l'image du Harper, de Tristan Harper, de sorte que l'image ce n'est pas l'image du chevalier telle que nous l'avons dans les romans du XIIe siècle. C'est un être, je dirais, beaucoup plus complexe, probablement que les autres chevaliers, parce qu'en lui, amour et prouesse ne s'unissent pas exactement. On croirait plutôt que l'amour le mine en tant que chevalier. Par ma foi, Seigneur, elle m'aime en toute bonne foi. Mais vous ne comprenez pas pourquoi. Si elle m'aime, c'est la potion qui en est la cause. Je ne peux pas me séparer d'elle, ni elle de moi. Je dois vous l'avouer. Ogrin lui dit, « Comment peut-on sauver un homme mort? Il est bien mort, celui qui persiste dans le péché. S'il ne se repent pas lui-même, personne ne peut faire remise à un pécheur de sa pénitence. Accomplis ta pénitence. » L'ermite Ogrin prolonge son sermon et leur conseille de se repentir. Il leur cite à plusieurs reprises le témoignage de l'Écriture. Avec insistance, il leur rappelle l'obligation de se séparer. Il dit à Tristan d'une voix émue, « Que vas-tu faire? Réfléchis. » « Sire, j'aime Iseut éperdument, au point d'en perdre le sommeil. Ma décision est irrévocable. J'aime mieux vivre comme un mendiant avec elle, me nourrir d'herbe et de glands plutôt que de posséder le royaume d'Autran. Ne me demandez pas de la quitter, car vraiment c'est impossible. » Au pied de l'ermite, Iseut éclate en sanglots. À plusieurs reprises, son visage change de couleur. Elle l'implore d'avoir pitié d'elle. « Sire, par le Dieu Tout-Puissant, il ne m'aime et je ne l'aime qu'à cause d'un breuvage que j'ai bu et qu'il a bu. Voilà notre péché. » Il y a là une fatalité féminine, une fatalité qui pèse lourdement sur lui à travers, d'une part, la mort de la mère, mais aussi à travers, évidemment, la fatalité suprême que représente Iseut comme figure de la fée. Il ne faut jamais oublier d'ailleurs que le mot fée vient du mot latin fata, qui désigne la destinée, c'est-à-dire le fait que la vie est en quelque sorte marqué par une fatalité particulière, par le personnage de la fée influe sur la destinée de celui qu'elle voue en quelque sorte.
Tristan et Iseut de Béroul par Michel Cazenave, avec Philippe Walter, Christiane Marcellonisia, Mireille de Chaume, Jacques Ribard. Texte lu par Hélène Savina et Jean-Marie Gallet. Mixage, Edwige Roncière, Michel Créis. Réalisation, Isabelle Huel.